fois-ci à nouveau donc, pour une séquence d'1 heure, évidemment proche de vos préoccupations, sur, je dirais, la genèse et les perspectives du futur du quartier des gratte-ciel. Donc gratte-ciel 1934-2014 et sans doute 2020, je ne sais plus quelles sont les échéances. Je vais vous proposer peut-être d'être dans une solution, une configuration un petit peu plus interactive encore que tout à l'heure. C'était notre conversation inaugurale. Donc, on va demander bien sûr à chaque intervenant de produire sa vision des choses, son récit, et puis peut-être vous donner un tout petit peu plus vite la parole pour qu'on puisse construire cet échange au cours de ce deuxième temps. Alors, je vous rappelle qu'on le poursuivra d'une autre façon, bien entendu, demain soir, si vous le souhaitez. Alors, avec nous, Anne-Sophie Clémençon. Vous êtes historienne de l'architecture et des formes urbaines, je crois que c'est le terme exact, chargée de recherche au CNRS, vous enseignez à l'ENS de Lyon, vous croisez peut-être de temps en temps Michel Lussot dans le couloir. Vos travaux portent sur la fabrication de la ville du 19e au 21e et sur l'action qu'exercent justement les modèles dont on a parlé tout à l'heure, qu'ils soient architecturaux ou urbains. Vous avez dirigé, Jean-Paul Brett y a fait allusion tout à l'heure, et co-rédigé, ma foi, un livre qui fait référence maintenant, qui a 10 ans, qui s'appelle Les gratte-ciel de Villeurbanne. Et je crois que vous travaillez, sans indiscrétion, sur un nouveau livre à apparaître très bientôt, consacré à la fabrication de la ville ordinaire. Alors, c'est peut-être pour équilibrer avec cette ville extraordinaire dont nous parlons ici. Non, je plaisante. Christian de Villers. On vous connaît également bien ici, architecte urbaniste, professeur d'architecture. Vous avez depuis une trentaine d'années, je crois peut-être même un tout petit peu plus, exercé votre activité dans 3 grands domaines. Le projet urbain, il n'y a pas si longtemps, vous animiez, vous prépariez avec Ariela Masbounji ces ateliers projet urbain dont j'étais très féru personnellement. L'espace public et les infrastructures urbaines et bien sûr l'architecture. Vous avez reçu en 1998 le Grand Prix d'urbanisme et de l'art urbain. Alors, pendant toutes ces années de pratique, vous avez trouvé le temps d'écrire, ce qui est également très bien. Vous avez publié de nombreux articles où vous traitez justement de cette notion qu'on va évoquer aujourd'hui de pérennité, de nature et de pérennité du projet urbain, un petit peu dans la durée. Alors, bien entendu, vous êtes intéressé de près à la genèse de ce quartier des gratte-ciel dont va parler Anne-Sophie Clémençon, mais on vous demandera évidemment plus particulièrement de tracer les perspectives. Hein. C'est un petit peu votre partage des rôles, mais bien entendu, je crois que vous allez échanger ensemble et qu'on explorera un petit peu les contours de cet aller-retour entre cette riche histoire des gratte-ciel et puis ce futur en gestation, en réflexion, dont vous êtes l'un des inspirateurs. Alors, Anne-Sophie Clémençon, peut-être, il faut se replacer quand même dans ce contexte des années d'après-guerre, hein, de la Première Guerre mondiale, les années 20. Le docteur Lazare Goujon est élu, alors bon, vous rentrerez peut-être dans le détail, suite à une succession, une division dans les forces de gauche. Il est élu donc maire de Villeurbanne. Qu'est-ce qu'il trouve comme situation avant même de penser au gratte-ciel? Dans quel état est cette commune ouvrière? Alors, la commune qu'il trouve, c'est d'abord une commune qui est, j'allais dire, menacée par sa grande voisine, puisque c'est une commune qui aimerait bien, enfin, la ville de Lyon aimerait bien en prendre possession, comme elle a pris possession au milieu du 19e siècle des 3 communes périphériques, qui étaient la Croix-Rousse, la Guillotière et Pèze. Donc il y a vraiment une volonté hégémonique de la part de Lyon qui est très très forte, et les Villeurbanais le sentent, et Lazare Goujon en a tout à fait conscience, et il va trouver une arme politique très forte en construisant ce centre urbain. Il trouve aussi une commune qui est effectivement à dominante ouvrière, très multiple, avec beaucoup d'immigration, très complexe, mais où il y a quand même beaucoup de lieux qui sont, on va dire, vétustes, en mauvais état, des cabanes, des gens qui vivent dans des situations quand même difficiles. Et je crois que c'est important, très important de se rappeler que Lazare Goujon, il est médecin.
C'est un médecin, comme d'ailleurs beaucoup de maires dans la région, beaucoup de maires de Lyon étaient aussi des médecins. Il y a donc une sensibilité médicale dans la région et en particulier à Villeurbanne. Et ce médecin a une vision quand même très hygiéniste, si vous voulez, des choses. C'est-à-dire que son idée, c'est qu'il faut lutter contre la pauvreté par le fait de proposer des logements sains, des voiries saines, etc., etc., etc. On est vraiment sur ces questions-là. Mais il aurait pu faire une cité-jardin, hein, dans l'esprit justement des hygiénistes, etc. Qu'est-ce qui, à un moment donné, lui donne l'idée de produire cet ensemble urbain vertical, Alors, etc. oui, vous avez tout à fait raison. Il aurait pu faire une cité-jardin, mais surtout, il avait sous la main tout ce qu'il fallait pour faire une cité-jardin. Puisqu'en fait, on était dans la mouvance de ce très grand architecte qui s'appelle Tony Garnier, qui lui défendait effectivement une architecture plus basse, plus liée à la nature, etc. Et que ce grand architecte avait généré autour de lui toute une école, hein, toute l'école Tony Garnier. Et on est encore très surpris, on en parlait tout à l'heure avec les visiteurs, très surpris de cette solution qui est une solution contre les ressources locales finalement. Alors, vous voulez savoir comment ça s'est passé ? Oui, racontez-nous. Bon, ce qu'on en sait, hein, l'histoire de ce centre urbain, ça peut être raconté comme un grand roman, finalement, avec des acteurs principaux, des acteurs secondaires, avec des enjeux, avec même des gens qui sont contre, des gens qui sont pour, enfin voilà. Alors, ce qu'on en sait par les archives, et les archives sont quand même assez précises et assez riches, ce qu'on en sait, c'est qu'il y a 4 acteurs principaux. Il y a Lazare Goujon, le maire socialiste. Il y a Maurice Leroux, l'architecte moderne. Il y a Robert Giroux, l'architecte classique, qui a fait donc, le bâtiment qui est derrière nous. Et il y a l'homme de l'ombre, l'ingénieur qui se cache, qui s'appelle Jean Fleury et qui était le directeur des services techniques de la ville. Voilà, c'est ce groupe d'hommes. Alors, bon, il n'y a pas de femmes, c'est vrai que moi ça me pose question, bien sûr, hein, mais c'est une époque où les femmes n'étaient pas encore dans le domaine public comme elles le sont maintenant, donc il ne faut pas non plus trop s'en étonner, mais il y avait certainement des conseils de femmes derrière ces 4 hommes. Voilà, donc des sortes de héros de ce roman. Donc, le premier, c'est effectivement le maire qui va lancer la volonté politique et qui va... Mais curieusement, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le maire n'a pas une idée précise de ce qu'il veut faire. Le maire a juste compris qu'il faut trouver une arme politique pour contrer le désir d'hégémonie de Lyon. Mais je crois que franchement, au début du projet, il n'en est pas là. On en est simplement au début du projet à définir un bâtiment qui est celui que vous avez derrière vous, qui s'appelle le Palais du Travail, et qui est un bâtiment qui va pouvoir accueillir beaucoup de la population, en particulier des lieux sanitaires pour justement permettre de remonter le niveau médical de la population. Il va y avoir des salles pour les syndicats, il va y avoir une piscine, il va y avoir un grand théâtre populaire. Voilà. L'idée, c'est vraiment de créer de la démocratie, comme on le disait tout à l'heure, au sens très fort du terme, avec un lieu. Et ce lieu, pour vous dire à quel point on n'envisage même pas la suite, ce lieu, au début, est tourné dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'entrée est prévue derrière. On n'imagine absolument pas qu'à un moment, on va générer quelque chose de ce côté. Le paradoxe, si vous permettez, il le confie, ce projet, à un jeune architecte, à peine architecte, que personne ne connaît. Personne. Ça, c'est un autre... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est l'effet d'une rencontre ? Alors, écoutez, là, les historiens sont quand même obligés de lire à travers les lignes, hein, parce qu'il nous manque quand même des éléments. La seule chose qu'on peut dire, c'est que Maurice Leroux, qui n'est pas architecte à l'époque, mais qui travaille chez un architecte, qui n'est pas du Sérail, il n'est pas de Lyon, il est de Paris, il a été choisi contre des architectes qui étaient extrêmement connus, comme Marius Pin, qui a fait les HBM qui sont derrière nous là, comme d'autres architectes qui travaillaient avec Tony Garnier et qui avaient des très très bonnes références. Voilà, donc on a le résultat. Maintenant, pourquoi ? Là, on ne peut faire que des suppositions. Et la supposition que le groupe d'historiens avec qui j'ai travaillé fait, c'est que... c'est toujours un peu délicat, mais bon, ce sont des suppositions. Hein, c'est que choisir un étranger à Lyon, bien sûr. Hein. Choisir un étranger parisien. À Villeurbanne. Mais oui, ça vous fait rire.
la centralité. Donc voilà, choisir un étranger à la région lyonnaise, on va dire, choisir quelqu'un qui n'est pas architecte encore, c'est peut-être se donner une liberté pour le politique, une liberté d'avoir peut-être une emprise plus importante sur une personne qui, voilà, ne connaîtra pas énormément de monde autour, ne sera pas un architecte qui pourra taper du poing sur la table comme les grands architectes qui ont déjà de la bouteille derrière eux, qu'on peut peut-être plus facilement manipuler. Nous, c'est un petit peu l'hypothèse qu'on a faite. Je ne vois pas d'autres raisons, très franchement. Alors, ce choix particulier se révèle particulièrement judicieux parce qu'il devient un architecte, il ne l'était peut-être pas encore, et il réinvente complètement il dépasse complètement ce palais du travail, la commande initiale, et il réinvente complètement un modèle de ville, pour le coup. Totalement. En fait, ce qui se passe, c'est que donc il est embauché, enfin il y a un concours, et il est choisi à ce moment-là pour le palais du travail. Il commence à construire le palais du travail, certainement un peu redessiné par Tony Garnier au niveau de la façade. Et puis, alors là encore, il faut imaginer ce qui se passe entre les lignes, mais moi j'imagine bien une sorte d'effervescence. Il y a une mayonnaise qui a pris certainement, qui a bien prise entre le maire et cet architecte, et peut-être aussi, je pense, Jean Fleury, parce qu'on sait que Jean Fleury avait la culture nécessaire pour créer ce dynamisme-là. C'est quelqu'un qui lisait le mouvement moderne, qui lisait Le Corbusier, qui était très au fait de la modernité parisienne en particulier. Donc il y a dû y avoir une sorte de synergie qui s'est créée, et ces hommes, petit à petit, ont lancé effectivement cette idée de prolonger, donc de retourner le Palais du Travail et d'investir ce lieu-là, aussi parce qu'il y a eu des disponibilités foncières, hein, c'est-à-dire des terrains qui se sont libérés à ce moment-là. Alors en fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont manifestées autour de ce projet, avant ce projet, et qui ont pu le générer. La première chose, c'est qu'il y avait ici une usine qui tenait une grande place au niveau foncier. Cette usine a déménagé. Donc elle libérait des terrains, et ils ont dû se dire, tiens, finalement, ces terrains sont bien placés. Il y a autre chose qui est rentrée en ligne de compte qui était très important, c'est qu'il y a eu une nouvelle loi qui permettait finalement l'association entre le privé et le public, l'ancêtre de sociétés d'économie mixte, merci de me le souffler. Qui fait qu'ils se sont dit, tiens, on n'a pas d'argent, peut-être suffisamment, mais voilà, avec cette nouvelle loi, on va pouvoir associer des acteurs différents et récupérer des ressources qu'on n'avait pas. Donc ce sont des gens, me semble-t-il, qui avaient des antennes très 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 larges, très ouvertes, qui regardaient autour d'eux et qui captaient comme ça, qui récupéraient des possibilités autour d'eux. Et c'est comme ça que s'est construit en fait ce projet, en récupérant petit à petit des éléments et en les assemblant. Alors, on a beaucoup parlé de l'influence de Chicago, hein, des gratte-ciels, etc. Mais je crois qu'aucun des 4 acteurs que vous citez n'y a jamais mis les pieds. C'est pas quelque chose qu'ils ont expérimenté par eux-mêmes. Donc c'est l'influence des revues, c'est un milieu pétri de culture. Certainement. Parce que finalement, on n'a pas de référence énorme en France dans l'agglomération, c'est sûr, mais en France sur, disons, des modèles de très grande hauteur. Hein. Avec une structure métallique, parce qu'il faut tordre le cou à un mythe, j'espère que tout le monde le sait ici, les gratte-ciels ne sont pas en béton, même s'ils sont recouverts de béton. Esthétique de béton, voilà, technique de gratte-ciel. Exactement, et donc ça c'est clairement le modèle plutôt américain. Alors le modèle constructif, hein, on est bien d'accord, le modèle de la technique de construction, il est américain. Mais il ne faut pas trop s'en étonner, parce que, à l'époque, les États-Unis sont très attractives. Je pense qu'il y a beaucoup de revues qui montrent ces choses-là. Il y a déjà beaucoup d'images qui circulent. Et surtout, ce qu'on a réussi à savoir, c'est qu'il y a des Américains qui traversent l'Europe, qui sont en fait des promoteurs de cette technique de construction en métal. Donc, ce sont des piliers en métal et en remplissage en briques. Donc ce sont des promoteurs qui, pour des raisons financières, font la promotion de cette technique-là. Et on sait qu'à Lyon, et je crois même à Villeurbanne, il y a eu des conférences par des Américains qui sont venus et qui ont expliqué cette technique. Donc c'est pas du tout impossible mais c'est même vraisemblable, ces gens-là ont dû entendre parler de cette technique-là. Alors, il y a une autre petite histoire que j'aimerais bien vous voir raconter, c'est à propos de l'hôtel de ville, qui est, même s'il s'inscrit, bien entendu, qui dirait le contraire, dans un ensemble cohérent, et quand même d'un style un peu différent. Là, c'est un Grand Prix de Rome, c'est Robert Giraud,
qui était, si je ne m'abuse, un élève, ou en tout cas dans la mouvance de Tony Garnier. Là, Lazare Goujon, comment dire, ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Pourquoi c'est pas Maurice Leroux qui fait l'Hôtel de Ville, par exemple? Alors, pourquoi c'est pas Maurice Leroux qui fait l'Hôtel de Ville? Je crois que la réponse, elle est symbolique. Parce que l'Hôtel de Ville, c'est vraiment le symbole du pouvoir municipal. Et que pour donner forme à ce symbole, je pense que Lazare Goujon a pensé qu'il fallait un architecte plus classique. Et que là, les références sont des références antiques. Vous voyez des piliers, des colonnes, vous voyez, ce sont des références antiques, même si elles sont un petit peu détournées de leur première, comment dire, si vous regardez derrière moi, vous voyez des piliers cannelés, et vous voyez que ces piliers cannelés ne supportent rien. Hein. C'est purement décoratif. Donc là, c'est très drôle parce qu'on a quand même une architecture qui est en contradiction complète avec ce que Leroux fait au même moment, juste autour, ou au contraire, il est dans du fonctionnalisme, il est dans chaque élément doit montrer ce qui se passe derrière, dans quelque chose de très contemporain, justement, alors que Giraud, lui, est vraiment très clairement tourné vers le passé et tourné vers ce qu'on appelle l'art décoratif. On est dans deux types d'esthétiques presque opposés, en fait. Et pourtant, ça a plutôt bien vécu ensemble. Oui, ça marche. Curieusement. Ouais. Alors, il y a un autre paradoxe, c'est qu'on ne peut pas dire que ça soit un franc succès quand même au début, l'opération. Et en 1935, on parlait de 1924, il y a 10 ans d'action urbaine de Lazare Goujon, peut-être on y reviendra en termes de bilan, mais Lazare Goujon perd les élections suite à des difficultés financières, notamment de la Société d'économie mixte qu'il a créée, qui s'appelle la SVU, qui s'appelle toujours la SVU. Comment expliquer, et puis d'après ce que je crois savoir, on s'y précipite pas. On a tendance à remplir les gratte-ciel avec des employés municipaux, des instituteurs, etc., qui, bon, finalement, sont bien contents de s'y installer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi, peut-être, le succès n'est pas aussi immédiat que l'espérait le docteur Goujon? Une des raisons, enfin je ne sais pas si c'est une raison, mais en tout cas, ce qu'on peut pointer du doigt, c'est qu'à un moment, il y a une espèce d'entraînement vers quelque chose de très très grand quand même. C'est-à-dire que non seulement on fait un palais du travail, non seulement on fait un hôtel de ville, non seulement on fait 1500 logements, non seulement on fait un stadium, non seulement, voilà, il y a une espèce de folie un peu, enfin je ne dirais pas de folie, mais on a quand même l'impression que peut-être ils sont allés un tout petit peu trop loin, et du coup l'opposition politique qui est à l'époque représentée par les communistes va s'emparer de ce côté un petit peu démentiel d'une certaine manière, et va aller creuser et va attaquer sur le champ effectivement de l'équilibre politique, de l'équilibre économique, pardon, de tout ce qui a pu se passer, oui, au niveau financier, et quand on creuse, on trouve toujours. Et donc il faut se rappeler, enfin, quand on a lu, si vous voulez, quand on a lu les sources, les archives, on a été quand même assez étonné et même choqué, je dirais, par la violence des attaques. Qui démarre même avant la construction. Ce sont des attaques qui sont extrêmement violentes, qui sont contre le maire, qui sont aussi contre l'architecte, et qui les attaquent extrêmement violemment. Et en fait, ils vont gagner les élections, les communistes. Or, gagnant les élections en ayant démonté, entre guillemets, ce centre urbain, c'est évident qu'ils ne peuvent pas ensuite utiliser ce centre urbain comme une image positive pour eux. Donc je crois que ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est en plein dans une crise économique et dans le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, voilà, il y a une espèce de période comme ça un peu sombre. Et on voit sur les photos de cette période-là, on voit par exemple qu'une grande partie des commerces sont fermés, qu'il y a quelques voitures, quelques piétons, mais on sent quelque chose qui est vraiment plombant. Et puis, la guerre arrive, donc tout ça reste un petit peu en suspens entre parenthèses. Alors, Lazare Goujon revient. En 1947, il est réélu assez largement. Et là, du coup, les gratte-ciel commencent à trouver, j'allais dire, leur rythme de croisière, ont un certain succès, se remplissent, et ils vont connaître une période un petit peu plus d'oubli, mais on est dans quelque chose. Est-ce que c'est la modernité, tout simplement, qui
qui s'est diffusé dans le pays. On en parlera tout à l'heure avec Christian de Villers pour les autres modèles, notamment en Europe, de cette période. Qu'est-ce qui se passe? Donc entre 35 et plutôt les années 50, là, il y a un basculement, c'est beaucoup mieux accepté. Les commerces se remplissent, il y a une vie sociale, etc. Quel est le ressort? Alors, le ressort, je dirais plus la centralité que la modernité. On en parlait tout à l'heure, de cette fameuse centralité. Oui, je crois qu'il y a effectivement une synergie qui se crée, il y a des lieux de convergence, on le disait tout à l'heure aussi. C'est surtout ça qui se passe, parce que la modernité, il faut quand même dire que les gens venaient, au moment de la construction, venaient assister à la construction des gratte-ciels, venaient les montrer du doigt, les appelaient les cages à lapins, et disaient que jamais ils habiteraient là-dedans. Donc je ne pense pas que tout d'un coup ils aient été séduits 20 ans après, je ne pense pas. Par contre, ce retournement positif, alors là, très clairement, les premières fois que les images des gratte-ciels sont utilisées positivement, en fait, c'est dans les années 70 par le TNP, par le Théâtre National Populaire qui est derrière vous, et très précisément par Planchon, qui est ce grand homme de théâtre qui a investi pendant des années ce théâtre. C'est le premier à utiliser l'image des deux gratte-ciels de l'entrée dans des affiches pour annoncer des pièces de théâtre. Et tout d'un coup, on se rend compte que, eh bien oui, ces gratte-ciels, ces mégastructures peuvent être une image valorisante. Le bilan, avant de passer à la période actuelle, le bilan finalement de Lazare Goujon et de cette démarche de gratte-ciel, comment on peut l'évaluer? Parce qu'il n'a pas fait que les gratte-ciels dans cette période-là. Vous me disiez, vous avez écrit qu'il a construit une foule de dispensaires, d'écoles, enfin, il y a toute la démarche qui va avec. Ça finit par constituer une politique d'ensemble. Comment vous la jugez sur la démarche globale de la municipalité vis-à-vis non seulement de gratte-ciel, mais cette logique du centre, finalement? Oui, alors, pas seulement les gratte-ciels, mais effectivement toute une politique pour tout simplement déjà faire des voiries correctes. C'est-à-dire qu'on a à Villeurbanne, à cette époque, beaucoup de chemins de terre, on a beaucoup de rues qui ne sont pas goudronnées, avec l'hiver, beaucoup d'eau, beaucoup de marécages, des choses comme ça. Et voilà, une des choses que fait Lazare Goujon, c'est de reprendre entièrement la voirie, de la goudronner, de faire ce qu'il faut. Il va aussi beaucoup mettre l'accent sur la petite enfance, sur les écoles, les dispensaires, etc. Voilà, il fait une vraie politique collective, si vous voulez. C'est ça qui me semble intéressant. Mais pour revenir au bilan, le bilan le plus évident par rapport à Lazare Goujon, c'est comment il a, j'ai donné le mot tout à l'heure, comment il a utilisé ce centre urbain comme vraiment une arme politique très très forte. Contre sa voisine de Lyon. Mais complètement. Moi, je pense que ça, c'est vraiment l'idée de génie qu'il a eue et qui a été le plus efficace. Le reste, c'est, comment dire, ça, notre ami Monsieur le maire de Villeurbanne le sait, c'est de la gestion plus quotidienne. Alors, il l'a beaucoup valorisé parce qu'en fait, pour essayer d'emporter les élections, il a beaucoup publié. Il a publié des livres où il faisait le bilan de son action. Mais voilà, je crois que la chose forte, c'est ce centre urbain. Alors, 80 ans ont passé. Villeurbanne, aujourd'hui... donc, il faut rappeler que la population de Villeurbanne, au début du siècle, était à peine 30 000 habitants, 29 000 habitants, donc 140 ou 150 000 aujourd'hui. On voit l'effet, le levier démographique. Comment vous percevez, comme historienne, les gratte-ciels d'aujourd'hui? Ça fera la transition avec l'intervention de Christian de Villers dans un moment. Oui, je me suis posé cette question, effectivement. Quelle est la modernité des gratte-ciels aujourd'hui? Pourquoi, en fait, on est là tous à parler des gratte-ciels 80 ans après? Et donc, j'ai donné une petite liste que je vais vous livrer comme ça. La première chose, me semble-t-il, c'est que c'est un centre-ville qui fonctionne très bien. Hein, on le vit maintenant. Le projet social qui était à l'origine des gratte-ciels, c'est-à-dire, je vous le rappelle quand même parce qu'on ne l'a pas dit, mais ça me semble être un élément extrêmement important, c'est que ce centre-ville, et c'est très rare, il est organisé autour du logement social. Il y a très très peu d'exemples dans le monde de centre-ville organisés autour du logement social. Ils peuvent être organisés autour du logement résidentiel, ils sont souvent organisés autour de bâtiments publics, comme des hôtels de ville, des opéras, des choses comme ça, mais très rarement autour du logement social. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau, et c'est sans doute la très grande originalité
de ce centre urbain. Et ce projet social, il est toujours là. C'est-à-dire que le logement social appartient toujours à la mairie de Villeurbanne. À moi, je me trompe, vous me le direz, mais je ne crois pas. Il y a toujours cette volonté de faire vivre un logement social au centre de Villeurbanne. Voilà, donc on est toujours dans ce projet-là. L'autre très grande réussite, et je ne pense pas qu'on l'analysait dans les mêmes termes que maintenant, l'autre très grande réussite, c'est la grande densité. Et la grande densité, à l'époque, elle a été choisie pour des raisons, je pense, foncières et pour des raisons aussi, de logique architecturale, mais elle n'a pas été choisie pour les raisons pour lesquelles on la choisirait maintenant. Maintenant, choisir la grande densité, on le sait, ce sont des questions environnementales qui nous poussent. C'est parce que, on ne peut plus continuer, en fait, à investir les lieux ruraux au risque de voir disparaître des ressources alimentaires pour les villes qui sont autour. Donc, il me semble très important de voir qu'un modèle de très grande densité peut fonctionner si bien. C'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour chercher des exemples. C'est une réalisation, on l'a dit, urbaine, architecturale reconnue à l'échelle internationale. C'est donc une réussite. Elle a été protégée par une ZPPAUP. Elle a été énormément visitée. ZPPAUP, il faut préciser quand même peut-être pour un certain nombre de personnes, c'est un modèle qui permet sinon de protéger, c'est pas les monuments historiques, mais de préserver, disons, le caractère particulier d'un site ou d'un quartier. Et aujourd'hui, ça s'appelle AVAP, mais enfin, c'est à peu près la même chose. Voilà ce qui me semble être aujourd'hui la modernité des gratte-ciel et sur laquelle il faut qu'on s'appuie pour imaginer autre chose. Merci. Alors on va faire le pont justement avec Christian de Villers en partant de votre constat ou de votre bilan assez positif des gratte-ciel aujourd'hui, mais je crois que Christian avait en tête aussi des choses qui réfèrent à son propre, j'allais dire, imaginaire urbain de l'entre-deux-guerres, des années 30. Et effectivement, en particulier, des allers-retours, peut-être à travers aussi d'autres villes qui se sont posées la question du logement social à travers effectivement ce type d'ensemble très dense. Christian de Villers. Alors, oui, moi j'avais envie de comparer un petit peu l'expérience de Villeurbanne à d'autres expériences que Anne-Sophie Clémençon connaît parfaitement bien, évidemment, mais dont elle n'a pas parlé là à l'instant, qui sont au fond ce qu'on pourrait appeler l'architecture du socialisme municipal en Europe dans les années 20 et 30, un peu moins dans les années 30 à cause de l'arrivée d'Hitler au pouvoir qui arrête tout ça en Allemagne et ensuite en Autriche. Ou même l'architecture qu'on a pu qualifier de social-démocrate. Alors, au moment où se font les gratte-ciel, se réalise la nouvelle Francfort, par exemple, sous la direction de Ernst May, le nouveau Berlin aussi, avec Bruno Taut, par exemple, mais aussi ce qu'on appelle les Höfe, les cours, à Vienne. Et puis en France, on a évidemment l'œuvre d'Henri Sellier dans le département de la Seine, qui ne fait pas seulement des cités-jardins, parce que tous les exemples dont je parle à l'instant ne sont plus seulement des cités-jardins qui ont eu leur heure de gloire à la suite des Ebenezer Awards et des expériences anglaises, plutôt au début du XXe siècle, mais ce sont des véritables quartiers, parfois plus denses, pas toujours, mais organisés avec une forme urbaine assez forte. Alors, c'est ça qui me paraît très, très important à souligner, parce que ce qui caractérise la ville du XXe siècle, c'est précisément d'être la ville dont le matériau principal est le logement, pas forcément social évidemment, mais quand je dis le logement, ce n'est plus les maisons qui composaient les villes depuis l'Antiquité, c'est le logement de masse qui fait la spécificité de la ville du XXe siècle. Non, pas partout et pas dans les mêmes quantités partout. Et on voit ça à Amsterdam avec les quartiers faits par De Klerk, par exemple, etc. Alors, donc, au fond, Lazare Goujon et Maurice Leroux s'inscrivent dans une tradition quand même beaucoup plus large. Et d'une certaine façon,
il n'est pas très étonnant qu'ils utilisent le logement social pour fabriquer la ville, l'espace, y compris l'espace public de la ville. Mais ce que Anne-Sophie Clemenceau a dit d'ailleurs parfaitement bien, c'est qu'ils sont les seuls à en faire un centre-ville. Et ça, c'est évidemment très très original. Et puis, à ma connaissance, il n'y a en effet pas d'autres exemples. Enfin, on pourrait trouver des petits exemples marginaux, mais enfin, à cette échelle-là et avec cette force et cette réussite, absolument pas. Il faut aussi, je voulais parler un petit peu de la postérité des gratte-ciel, parce que même dans ma vie professionnelle, ils ont eu cette architecture a joué un rôle, et vous allez voir pourquoi. Après la guerre, donc les gratte-ciel n'ont pas de précédent vraiment. C'est pas de l'architecture art déco, hein. Et d'une certaine façon, Maurice Leroux, il sort de nulle part. Il n'est pas dans une école, il n'est pas dans l'école de Tony Garnier, il n'est pas non plus... Bon, voilà, il sort de nulle part, et il fait un truc très, très original, avec des références américaines où il n'a pas été, d'ailleurs qu'il n'a pas été voir, et au passage, d'ailleurs, on remarque que la référence américaine, elle se balade un peu dans tous ces... Par exemple, à Francfort, un petit peu, à Berlin, il y a Oncle Tom, Siedlung, il y a on en parle, à Vienne, il y a le George Washington Hof, enfin, etc. Mais c'est surtout des références verbales. C'est absolument pas des références formelles comme les gratte-ciel qui ressemblent un peu à l'Empire State Building, même avec son couronnement. Entre parenthèses, d'ailleurs, les gratte-ciel américains de l'époque sont construits en acier, mais ressemblent à des constructions en béton, parce qu'ils sont aussi enveloppés de béton, exactement comme ici. Voilà, donc les références à l'Amérique, elles sont toujours verbales. Bon. Ensuite, il y a la guerre, donc il n'y a pas de précédent, et il n'y a pas de successeur. La guerre arrive, on reconstruit les villes bombardées, plus ou moins en suivant leur vieux plan. Avec Maurice Leroux, d'ailleurs. Avec Maurice Leroux. Alors, ça, Maurice Leroux. Allez-y, Anne-Sophie, parce que je ne connais pas la suite de l'histoire de Maurice Leroux. Ah bah c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il a arrêté de construire comme ça, et il a été embauché effectivement pour reconstruire les villes détruites, je crois le Havre, et il a fait de la... C'est Caen, non, plutôt. C'est pas plutôt Caen. Mais ce qui est très très étonnant, c'est qu'il a fait à ce moment-là de l'architecture de copie de ce qui existait avant. Voilà. C'est vrai que la reconstruction, c'est un espèce de mélange bizarre et rarement réussi, il faut le dire, hein, entre un peu de modernisation de la construction des types urbains, etc., et puis quand même la volonté de refaire la ville un peu comme elle était. Donc ça fait... Voilà. Alors il y a quelques exemples réussis comme Le Havre ou Saint-Malo d'une certaine façon, mais pas tous. Bon. Donc, et puis après il y a les grands ensembles, et là il y a une rupture radicale, c'est que les grands ensembles, ils ne cherchent pas à faire ville. C'est du logement de masse, point à la ligne, et il n'y a plus aucune ambition urbaine là-dedans. Donc on est dans la rupture totale. Et puis à partir de la fin des années 60, début des années 70, il y a ce qu'on appelle en Europe le mouvement de l'architecture urbaine, qui a des racines italiennes et aussi françaises d'ailleurs, plus lointaines, belges, etc. Bon. Et là, on redécouvre cette architecture de la social-démocratie municipale avec admiration à cause justement de leur capacité à concilier logement de masse et forme urbaine. C'est là que Manfredo Tafuri fait Vienne-la-Rouge. Bon, moi j'ai bien connu tous ces gens-là à cette époque, j'ai travaillé sur ces sujets, j'ai fait une recherche à l'époque sur justement l'architecture social-démocrate. Et puis après, on a continué avec le projet urbain, avec tout ça, et donc c'est pour ça que d'une certaine façon aussi, cette architecture de masse et de ville représente un espèce de double jalon dans notre histoire parce qu'on y est revenu. Et d'une certaine façon, ça reste quand même un prototype possible de la centralité aujourd'hui. Christian de Villers, est-ce que vous partagez globalement le bilan quand même assez positif que tirait Sophie Clemenceau sur ce que sont devenus les gratte-ciel aujourd'hui? On va parler des gratte-ciel futurs, mais dans cette dimension, la pérennité du projet, sa capacité, comme on dit, à tenir la route sur la durée, à continuer d'accueillir les populations auxquelles ils étaient destinés au début. Donc il n'y a pas eu de gentrification. Enfin, il peut y avoir des formes de gentrification, mais pas complètement. Est-ce que vous partagez ce constat ou bien vous avez un regard? Vous avez quand même travaillé pendant
plusieurs années, on va dire, voilà, sur le sujet. Quelle est votre vision actuelle des choses? Bon, Anne-Sophie Clémençon a dit les choses parfaitement bien, je ne vais pas répéter, ça serait totalement inutile. Donc, c'est vrai que ça continue à bien marcher. Bon. Entre parenthèses, il n'y a pas que ça qui continue à bien marcher. On a souvent une vision un peu, coupable et pessimiste du travail de l'urbanisme dans le passé. C'est vrai que l'urbanisme, ça consiste à dénoncer les erreurs du passé en faisant ce qui seront les erreurs de demain. Donc ça, on le sait bien, on a assez vécu pour Soyons lucides. Soyons lucides. Bon, mais enfin, il y a deux ou trois trucs qui ont marché, notamment celui-là. Et c'est vrai, par exemple, que il n'y a pas vraiment de gentrification. Mais en même temps, quand même, je voudrais là revenir un petit peu sur qu'est-ce qui a changé depuis l'époque de Lazare Goujon à Villeurbanne. Eh bien, il faut le dire, Villeurbanne, effectivement, dans ce mouvement de résistance contre le grand voisin hégémonique, entre parenthèses, c'est la même position que la ceinture rouge à Paris contre la ville de Paris, évidemment, qui d'abord a annexé ses faubourgs, puis etc. Ça continue d'ailleurs, hein, la nouvelle métropole, elle ressemble un peu à une histoire comme ça. Bon, bref. Ne nous égarons pas. Ne nous égarons pas, ça serait trop long. Bon, donc il y a quand même énormément de changements. En 1920, disons, c'est des baroquements de planches, c'est le bidonville, hein, Villeurbanne. À la fin de l'époque Lazare Goujon, c'est une ville ouvrière équipée, etc. Mais ça reste quand même une ville ouvrière, une vraie ville ouvrière, avec sa spécificité, son identité très forte. En réalité, le miracle, c'est que Villeurbanne a gardé son identité, mais a complètement changé de population. Il ne faut pas, hein, d'abord parce qu'il y a beaucoup moins d'ouvriers qu'autrefois, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, enfin, disons, c'est plus comme ça que ça marche. Mais surtout, donc, la population s'est complètement diversifiée. Et puis, habiter à Villeurbanne aujourd'hui, ce n'est pas déchoir pour un bourgeois, si on peut encore utiliser ces mots-là. Vous voyez, donc, au fond, Villeurbanne a été réellement, finalement, annexée par Lyon, mais pas de la façon... Attention, vous dites ça, Christian. Non, mais en fait... N'oubliez pas où vous êtes. Si on regarde tout ça comme une métropole, ce que c'est de fait et ce que c'est en train de devenir en droit, eh bien, nous sommes un quartier important et avec une forte identité de cette métropole. Bon. Alors, là, on rentre dans une question, au fond, qu'est-ce que l'identité des villes ou des quartiers ou je ne sais quoi, des bassins de vie ou autre chose dans une métropole. Et je pense que à ce sujet, on peut réouvrir la discussion de tout à l'heure sur la centralité. Parce que évidemment, on est dans on parle de polycentrisme, par exemple. Bon. Mais on voit tout de suite que la centralité de Villeurbanne, qui pourtant existe bien, a tenu le coup avec une forte identité, une forte image, etc., etc., malgré ça, elle est infiniment moins puissante que ce que représente la ville de Lyon en entier, c'est-à-dire le vrai centre de la métropole. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, alors, tout à l'heure, Michel Lusso disait la centralité fleurit de partout, chacun d'entre nous est un petit centre à lui tout seul, enfin, etc., etc. Bon, j'entends très bien ce qu'il veut dire par là. C'était presque ça. Oui, mais pour pousser le bouchon un tout petit peu plus loin, on peut dire, donc par conséquent, il n'y a plus de centralité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, urbaniste, quand je dessine un trottoir, je me dis, mais au fond, est-ce qu'il y a encore des gens qui vont marcher sur le trottoir? Est-ce qu'il y a encore des gens qui vont entrer dans les boutiques? Parce que avec le drive, l'e-commerce et tout ça, au fond, est-ce qu'on n'est pas en train, là, avec 25 000 m² de nouveaux commerces, est-ce qu'on n'est pas complètement à contre-courant de l'histoire? Est-ce qu'on ne va pas se planter fortement parce que peut-être que demain, le commerce n'aura plus rien à voir avec la question de la centralité? Alors demain, je raccourcis un tout petit peu parce qu'il nous faut donner et échanger avec les participants. Demain justement, ce projet d'extension alors peut-être que c'est le mot qui est retenu, je ne sais pas si c'est le bon,
des gratte-ciel. Je voudrais vous demander à l'un et à l'autre, vous qui avez travaillé bien sûr sur les études, mais Anne-Sophie qui a un regard aussi dessus, de nous en donner un peu les caractéristiques telles que vous avez perçues. Quelles sont les attentes, quels sont les besoins, quels sont peut-être les risques de cette nouvelle étape de la vie des gratte-ciel. Alors, Christian, peut-être, puis Anne-Sophie réagira. Pierre, excusez-moi, je vais juste finir ma phrase précédente. Je suis désolé parce que, au fond, ce que j'ai dit à l'instant n'a pas de sens si on ne va pas jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'aujourd'hui, on est obligé de se poser la question des nouvelles figures ou des nouveaux systèmes de centralité. C'est-à-dire que l'image classique d'une ville, son centre, quand on est dans une métropole, donc dans un espace continu, où personne ne passe toute sa vie à Villeurbanne, hein, même en dehors des vacances, mais où on est dans ce que Jacques Lévy appelle la co-territorialité, c'est-à-dire qu'on habite on habite à Villeurbanne, on travaille à Lyon, on va à tel endroit pour marcher dans la forêt, que sais-je encore, enfin, etc. Voilà. La vie aujourd'hui, l'homme hypermoderne que décrivait François Hacher, eh bien, elle est, au fond, elle se fait dans de multiples espaces, à des multiples échelles. Je ne vais pas développer ça, mais il me semble qu'aujourd'hui, penser la centralité, et même la centralité de Villeurbanne, si on ne veut pas rentrer dans les difficultés dont j'ai parlé tout à l'heure, nécessite de considérer précisément le rôle et les nouveaux rôles de la centralité. On ne va pas développer. Je signale quand même que parmi ces échelles de centralité ou de proximité, il y a la proximité immédiate à moins de 10 minutes. C'est la première qu'on connaît tous. Quand on est dans la grande périphérie, pour acheter son pain, on prend sa voiture, on va au centre commercial. Ça pose un petit problème de développement durable. Quand on est à Villeurbanne, dans un rayon de 10 minutes autour du centre de Villeurbanne, il y a 25 000 habitants. C'est-à-dire une ville moyenne, déjà. Hein, représente un fragment. Bon. Donc déjà, à cette échelle de proximité, on a un appareil de centralité qui est très fort. Et également, on a d'autres éléments de la centralité, le théâtre par exemple, qui ont un rayonnement national ou international. Voilà. Donc, la force du centre de Villeurbanne se fera si on a la capacité de développer son attractivité, sa fréquentation à toutes les échelles de la centralité. Et pas seulement à la proximité, et même pas seulement à l'échelle de la ville de Villeurbanne, même si, de fait, eh bien, on se doit, comme le disait le maire tout à l'heure, évidemment de façon parfaitement juste, on se doit d'adapter la centralité à la dimension actuelle et à la demande actuelle de la ville. Voilà, je vais m'arrêter là. Juste pour préciser, faire une sorte de réplique des gratte-ciel de l'autre côté du cours Émile Zola n'a pas grand sens. En même temps, je pense que peut-être les Villeurbanais s'interrogent sur les formes que peuvent prendre ces éléments d'une nouvelle modernité, c'en est une aussi. Mais comment vous, comme architecte et comme urbaniste, vous percevez ce genre de défi? Est-ce que c'est, bien entendu, des questions de mixité urbaine, de développement durable, faciliter effectivement des mobilités douces, etc. Je dirais que ça fait partie de la panoplie un peu politiquement correcte, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, vous savez, au-delà de ça, je dirais qu'il n'y a rien au-delà de ça. Ce qu'on fait n'est que la somme d'un certain nombre de choses que vous venez de citer, qu'on peut éventuellement développer un tout petit peu, si vous le souhaitez. Bon, je dirais, premièrement, pour reprendre ce qu'a dit Anne-Sophie Clémençon, densité. Et on voit bien aujourd'hui, il faut aller dans le même sens, il faut développer cette identité villeurbannaise formidable qui est l'intensité du centre et donc une densité. Donc la suite des gratte-ciel sera dense comme sont les gratte-ciel. C'est très important, dense et intense. Pour être intense, il faut qu'il y ait un grand nombre d'activités, une vraie mixité. En mixité sociale, bien sûr, différentes catégories de population, d'âge aussi, mais mixité fonctionnelle, 25 000 m² de commerce, 20 000 m² d'équipement public quand même, un lycée, etc. Et je ne sais plus exactement, 900 logements à peu près, enfin donc un nombre de mètres carrés très important. Au total, c'est
de l'ordre de 70 000 m² au total. Donc c'est quelque chose de très important qui peut vivre parce qu'il y a un poids de population et il y a un poids d'activité très important. Il y a aussi une dimension symbolique. Il y a eu, avant même que je travaille sur ce projet, il y a eu de nombreuses études faites donc par différentes personnes qui sont ici dans la salle, notamment Hervé Desbenoît, et qui ont essayé d'évaluer d'autres hypothèses que celles qu'on a retenues à la fin. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi ne pas développer le cours Émile Zola? Pourquoi ne pas faire une rue parallèle au cours Émile Zola? Pourquoi ne pas... etc. Bon. Et en fait, on est arrivé à la conclusion que ce qu'il y avait de plus fort, c'était de prolonger les gratte-ciels. Pourquoi? Parce qu'on récupérait la valeur symbolique formidable et identitaire formidable, et en même temps, on confortait cette valeur identitaire et symbolique. Donc il fallait aller à l'évidence. Et Dieu sait que Maurice Leroux, il a été à l'évidence. Ouais. Alors, je vais peut-être demander à Anne-Sophie Clémençon de réagir. À quelles conditions, de votre point de vue, on peut réussir ce saut par-dessus le cours Émile Zola, à l'image de la passerelle que vous avez pu les uns et les autres parcourir, du point de vue aussi peut-être de l'historienne qui voit les choses sur le temps très long? D'abord, je crois que l'idée de prolonger les gratte-ciels au nord est une excellente idée pour tout ce qu'on a dit, parce qu'effectivement, vous l'avez très bien expliqué, parce qu'il y a eu une volonté à l'époque de ne pas se mettre dans l'axe de Lyon, puisque l'axe de Lyon c'est Émile Zola, et que c'était quand même très courageux, ça aurait pu ne pas marcher, ça a marché, donc continuons. Je crois que ça c'est une excellente idée, c'est vraiment la très bonne idée. Une autre très bonne idée, c'est effectivement la densité. On sait tous maintenant pourquoi il faut construire dense, donc là il n'y a pas de souci. Mais je me suis quand même posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait retirer de cet exemple des gratte-ciels de Villeurbanne des années 30 pour nous maintenant. Et je me suis dit que c'était des gens finalement qui avaient énormément d'audace, que cette audace il fallait la reprendre, hein, donc le maire en a parlé tout à l'heure. Je me suis dit aussi qu'ils s'appuyaient à l'époque sur ce qu'il y avait de plus contemporain, sur les avant-gardes, en particulier les avant-gardes architecturales. Et je me suis dit, et aujourd'hui, si on s'appuyait aussi sur les avant-gardes, mais qu'est-ce que c'est les avant-gardes aujourd'hui? Alors, bon, après, maintenant, c'est très personnel ce que je vais vous dire, mais bon, pourquoi pas, hein, on débat, voilà, on peut avoir tous des idées différentes, des fois, c'est ça qui fait avancer les choses. Et je me suis dit, mais finalement, les avant-gardes, aujourd'hui, elles sont du côté des réponses environnementales. Et si on regarde du côté de l'architecture, on se dit que bien sûr, il faut construire des bâtiments qui sont bien isolés, qui sont peut-être même à énergie positive, ce sera une avancée, et que voilà, c'est peut-être vers ça qu'il faut tendre, certainement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin? C'est-à-dire envisager pour les bâtiments leur vie en entier, leur naissance, leur construction, leur mort et leur recyclage, de manière à pouvoir vérifier sur ce qu'on appelle maintenant l'empreinte énergétique sur la planète, ce que ces bâtiments pourraient révéler. Et à ce moment-là, je me suis dit aussi que du coup, qui est-ce qui développe ces avant-gardes en ce moment dans cette direction-là? Eh bien, c'est ce que moi j'appelle les gens qui utilisent les matériaux contemporains vernaculaires, c'est-à-dire ceux qui se tournent vers les matériaux qui ont été utilisés autrefois et qui les utilisent de manière contemporaine. Donc, vous voyez sans doute à quoi je fais allusion. Je fais allusion au bois, bien sûr, je fais allusion à la terre, je fais allusion parfois au roseau, je fais allusion à la pierre de taille aussi. Je savais que ça allait vous faire rire. Mais on a en fait dans la région Rhône-Alpes, on a quand même des ressources qui sont tout à fait extraordinaires à ce niveau-là, puisqu'on a des gens comme Cratère qui ont développé l'architecture en terre, on a des architectes qui travaillent le bois, il y en a dans la salle ici, et il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Gilles Perrodin qui vient d'écrire un livre merveilleux sur construire en pierre aujourd'hui. Ce sont des idées que je vous soumets.